Les trois brasseurs primés au Salon du Brasseur de Nancy en octobre. Bonjour Antoine Vidal. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le responsable de l'offre bière au sein de cette entreprise Trois Brasseurs qui vient donc de récolter 3 médailles en Lorraine pour 3 créations originales, le Memory, la Griffe et le sous-bois. D'abord, est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça représente ce type de distinction? Bah, oui, c'est important déjà parce que c'est extrêmement valorisant pour le travail des brasseurs, mais de l'ensemble de l'entreprise. Ça valorise aujourd'hui 40 ans de savoir-faire quand même. Donc Trois Brasseurs, c'est 1986, né à Lille, hein, donc on est très fiers, mais surtout le territoire maintenant, même au Canada également, implanté, et dans les dom-toms. Donc tout ça, ça valorise le travail de tout le monde. C'est des produits dont on est extrêmement fiers. Il y a eu ces 3 médailles-là, donc sur les produits que vous avez cités, sur 3 styles de bière très différents en plus, dont une sans alcool. Ça vient, j'ai envie de dire, s'accumuler dans la salle de trophées de l'année, puisqu'on a eu pas moins de 30 médailles, donc au total sur une année 2025 bien remplie. Et voilà. Vous avez eu raison de souligner, il y en a une sans alcool. D'ailleurs, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on ne cesse de le répéter, mais les distinctions, les médailles, on a compris que c'était important, mais finalement, ce sont les clients qui jugent les bières. Alors, qu'est-ce qu'elles apportent de plus, ces distinctions ? En réalité, alors vous avez raison de dire que c'est les clients. En fait, comme j'aime à dire, c'est ce qui est le juge de paix, c'est le goût. Donc, dans les concours, on va juger le goût. On a des spécialistes qui sont là pour justement statuer sur le produit correspond à un style, à des critères de goût. Et les clients, eux, ne vont pas forcément maîtriser les critères, mais vont juste avoir le côté empirique, j'aime pas, et apprécier le produit. Et effectivement, ce qui compte pour nous, c'est que les produits aient du succès commercialement, ça veut dire que les clients les apprécient. Donc, ça reste quand même le juge de paix, les clients. Mais les médailles viennent, on va dire, corroborer ça, accompagner ça, et surtout, ça les aiguille, parce que ça rassure aussi beaucoup les consommateurs. Les médailles, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, le succès des médailles, notamment du Salon de l'Agriculture, où on a eu aussi des médailles cette année, mais comme plein de collègues brasseurs qui s'y présentent, ça valorise les produits et ça rassure le consommateur sur le fait de dire allez-y. C'est une valeur sûre. Voilà. Faites confiance aux gens qui ont goûté. Voilà. Le réseau Trois Brasseurs revendique, j'ai vu, plus de 1200 recettes originales. Là, on n'est plus dans l'innovation, c'est presque de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, on est fort d'un réseau très particulier. Je disais 40 ans d'existence, mais surtout avec... À chaque fois qu'on a un établissement Trois Brasseurs, il y a une microbrasserie à l'intérieur. Donc, un restaurant Trois Brasseurs, c'est sa microbrasserie à demeure à l'intérieur, avec un brasseur et une brasseuse. Donc, forcément, aujourd'hui, plus de 80 sur le territoire, on leur laisse une possibilité de créer en local leurs propres recettes. Donc, tout ça vient gonfler le portefeuille, le portfolio de recettes, et on en arrive à plus de 1200, sur 40 ans d'existence. Vous êtes zytologue, du grec zyto, boisson fermentée à base d'orge, et du suffixe log, étude, spécialiste. Mais qu'est-ce que c'est un zytologue ? Un zytologue, ou dit biérologue aussi, pour les deux termes existent, et sont valables. Mais c'est un spécialiste de la bière qui va être à la fois capable, à la manière d'un œnologue, d'aiguiller sur la commercialisation, sur la conception de produits. Donc moi aujourd'hui c'est ce que je fais, mais aussi qui est un expert du goût, justement, de l'analyse sensorielle, et donc il va pouvoir statuer sur la composition d'un produit, et puis les choix marketing qui vont autour. Voilà, c'est assez large en fait la palette du zytologue. Mais quel est son rôle en fait ? Alors ça dépend des entreprises. Moi mon rôle, c'est pour ça qu'aujourd'hui ma responsabilité est autour de l'offre bière, c'est d'avoir la gestion globale de qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients. Donc du goût, en passant par conjointement de travail avec l'équipe marketing sur le visuel, comment la formation des équipes pour qu'ils sachent le vendre, etc. Donc c'est vraiment global, c'est un accompagnement global à la fois des collaborateurs et des clients, du coup, in fine. Et on pourrait comparer un sommelier, un caviste, un œnologue, enfin, ces différents métiers qui sont réunis. Exactement, oui. C'est vrai que sur bien des aspects, ça se rapproche plus d'un œnologue, mais il y a aussi une partie qui est très commerciale. On va revenir sur Trois Brasseurs, mais vous, Antoine Vidal, vous avez été il y a quelques années été élu meilleur biérologue de France. C'était au Centre Pompidou. Alors on sait déguster un vin, le nez, la robe, la bouche, la température. On sait moins déguster une bière. Comment on déguste une bière ? Alors effectivement, je précise, c'était meilleur jeune talent biérologue, puisque voilà, à l'époque j'étais bien jeune, mais effectivement c'était un bon pied à l'étrier dans la profession, c'était très sympathique d'ailleurs. Et donc comment on déguste ? Eh bien écoutez, il y a une approche qui est assez similaire à celle du vin dans la manière, c'est-à-dire qu'il y a 3 étapes fondamentales, le visuel, l'olfactif et le gustatif. Sur le visuel,
On va mirer, comme on dit, le terme technique, mais on va regarder tout simplement son produit, mais ce qui est intéressant avec la bière, c'est qu'il y a toute la partie supérieure, ce qui domine la mousse. Et là, il y a un vrai sujet par rapport au vin, c'est qu'on va vraiment s'attarder sur cette texture. Et suivant les styles, elle va être très différente. Elle peut même être, comme disent les Anglais, flat, c'est-à-dire très plat, il n'y a rien du tout. Au contraire, des styles plutôt allemands vont avoir des mousses très compactes, très denses. Donc ça part déjà de ces éléments-là. Ensuite, il y a la couleur, les bulles. On parle de cordon de bulle dans le champagne, par exemple. Mais c'est des termes qu'on peut utiliser quand on décrit techniquement. C'est pas des termes qu'on va utiliser auprès du grand public parce que ce serait inadapté. C'est pareil, mon métier, c'est aussi de m'adapter en fonction de l'auditoire. Mais par contre, quand je fais des fiches techniques détaillées de dégustation, c'est des termes que moi, je vais utiliser. Donc, je vais regarder en profondeur la texture des bulles, la consistance. Le CO2 est très important dans la bière, donc le gaz. Et après, au niveau du nez, on va avoir plusieurs rapports au nez. Un nez très empirique, c'est qu'est-ce qui me vient au nez? Un premier nez, des premiers parfums. Ensuite, on va creuser en remuant. Contrairement à ce qu'on croit, on peut remuer la bière. Au contraire, ça va casser un peu la texture, faire remonter les bulles et remonter d'autres arômes. Et après, bien sûr, il y a la fameuse rétro-olfaction, c'est quand on va prendre le produit en bouche. Là, on va voir toute la complexité, parce que la complexité du goût, c'est pas simplement la langue, c'est tout, c'est surtout le nez. C'est les deux ensemble, c'est bouche et nez ensemble. Une sorte de ping-pong qui va se jouer entre les deux. Et là, on va avoir la complexité, la longueur, la persistance. Et puis après, si vous me laissez parler, on peut faire une demi-heure rien que là-dessus. Mais Et puis il y a aussi le degré entre certaines allemandes qui sont très basses et puis certaines exactement. bières triples qui sont très fortes. Et sachant que vous citez par exemple l'Allemagne, mais parlez de la Belgique, l'Angleterre, ce sont des pays qui historiquement ont des vraies cultures autour de la bière et des styles qui vont avec. Voilà. Revenons aux Trois Brasseurs, donc entreprise née dans le Nord en 86, vous l'avez dit, par trois frères, Tom Aubin et Octave Caluche, qui ouvrent une première brasserie à Lille. Le principe, c'est que le restaurant possède un brasseur, une brasseuse, donc de quoi faire fabriquer une bière. En 2002, les Trois Brasseurs intègrent une filiale de l'AFM, l'Association familiale Mullier. Depuis, c'est devenu un réseau. Alors, vous revendiquez le premier réseau mondial de micro-brasseries-restaurants au monde. Bref, plus de 90 établissements, France, Canada, Brésil. Qu'est-ce qu'il y a encore d'artisanal là-dedans? Eh ben, c'est pour ça que je dis que c'est très particulier chez nous. C'est que oui, on est un réseau, une chaîne, avec des restaurants et des microbrasseries en nom propre et d'autres en franchise, avec des entrepreneurs avec lesquels on travaille. Mais par contre, on a gardé dans notre ADN le fait de brasser la bière sur place, à la main. Et quand je dis à la main, c'est vraiment à la main. C'est juste que le prolongement de la main de nos brasseurs et nos brasseuses, c'est un fourquet en bois. On est encore en train de brasser chez Trois Brasseurs aux quatre coins de la France et ailleurs où on a des établissements, même au Canada, c'est pareil, avec un fourquet en bois. C'est-à-dire que vous avez votre cuve en inox, vous mettez votre malt d'orge, je schématise, votre eau chaude, et hop, on fait la petite mixture, ce qu'on appelle l'empâtage, la pâte, qui va donner la bière après. Et c'est pas inégal? Et bien justement, l'avantage, c'est que c'est à la main, mais on a moyen de se jauger parce qu'on a un laboratoire central. Et on a toute une équipe, avec moi, j'ai toute une équipe d'ambassadeurs de la bière, qu'on appelle des animateurs brasserie, et qui passent tous les mois pour accompagner techniquement, commercialement et surtout faire les prélèvements qui vont à notre labo central. Et comme ça nous permet de dire attention, petite déviance sur la blonde, un tout petit peu plus alcoolisé, un peu plus amer, etc. Rebaisser les taux de houblon, les taux de malt, etc. Donc en faisant à la main, on arrive à avoir quelque chose d'assez clean et pas uniforme parce que ça reste de l'artisanat justement. Mais on tient nos fiches techniques, si j'ose dire. Alors, si je vous entends bien, puisque c'est corrélé à un restaurant, ça veut dire que la bière peut se boire à table avec tous les plats. D'abord, est-ce que vraiment on peut remplacer le vin par la bière et avec quel type de bière boit-on quel plat? Alors, les accords, c'est pareil. On va trouver le même schéma que pour le vin. C'est-à-dire que vous avez des accords qui fonctionnent en résonance, donc ton sur ton. Un exemple bateau, une bière plutôt brune qui a des arômes forts de chocolat avec un gâteau au chocolat. Voilà. Bon, là, on est vraiment sur du ton sur ton. Vous avez la complémentarité ensuite. Là, ça devient un petit peu plus intéressant. Non pas que le premier n'était pas intéressant, mais on va chercher un peu plus loin. La complémentarité, c'est ce même gâteau au chocolat, par exemple. Je vais l'associer avec une bière, plutôt une blanche acidulée avec de la cerise, par exemple, dedans, ou de la framboise. Donc le côté fruit rouge va venir en complément, voilà, avec son Mais acidité. sur le dessert, on le comprend, mais sur une bonne viande, sur un bon poisson. Tout à fait. Eh ben alors, en prenant un plat typique du Nord, la carbonade. La carbonade, on peut la mettre avec une bière ambrée, bien grillée, bien caramélisée. Ça, c'est la chose la plus classique. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller chercher des notes plus complexes. Vous voyez, par exemple, la Memory qui a été médaillée, c'est une bière du style barley wine, ça veut dire vin d'orge. Et là, on est sur quelque chose de puissant qui va avoir des notes de sucre rapadura, donc un peu de mélasse presque de rhum. Et là, on va amener quelque chose de plus complexe, de plus long, et donc dans la complémentarité. Pourquoi la bière est trop souvent résumée à une boisson gazeuse alcoolisée et pas forcément un produit noble? Déjà, un produit noble, moi je suis toujours un peu embêté avec cette notion. Je sais qu'il y a des collègues zytologues ou biérologues qui ont eu toujours cette ambition de redonner les lettres de noblesse à la bière. Moi je pense pas que la bière est
perdu quoi que ce soit, la bière, c'est un alcool populaire et ça doit le rester. Et non, mais populaire dans le bon sens du terme. Pourquoi? Parce que c'est une boisson après le café et le thé qui est la plus consommée dans le monde entier. Et c'est la seule boisson alcoolisée qui relie vraiment les peuples. Donc quand on parle de convivialité autour de la bière, c'est vrai. Pour avoir beaucoup voyagé personnellement, je l'ai vu en Amérique du Sud, je l'ai vu en Afrique, je l'ai vu en Amérique du Nord et en Europe. L'Asie, j'avoue, je connais un peu moins bien. Mais on consomme de la bière partout. Et pour le coup, on peut dire qu'elle est noble ou pas. Enfin, juste, elle plaît aux gens. Elle correspond à presque un accompagnement de la civilisation humaine depuis plus de 10 000 ans. Donc ouais, la notion de noblesse, je ne sais pas s'il faut aller la chercher. Voilà. Il n'y a pas à combattre le vin par rapport à ça. Je pense que c'est complémentaire. Et souvent, ceux qui défendent la noblesse défendent le produit, le houblon, l'orge, enfin bref. Ah mais valoriser les matières premières, ça je suis d'accord. Ouais, non, mais ça je suis d'accord. Et vous venez de dire que vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup goûté, les meilleures bières du monde sont dans la région. Bah, bien sûr. Dans les bars, d'ailleurs, quand on s'éloigne du nord de la France, il y a souvent très peu de choix, ce sont toujours les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on est limité? Alors, en fait, dans les lieux de consommation, effectivement, dans des grosses brasseries, des restaurants qui ont pignon sur rue dans toutes les grandes villes, souvent, ils ont aussi des contrats brasseurs avec les collègues, si j'ose dire, qui sont industriels. Donc, forcément, c'est souvent à peu près les mêmes produits de leur catalogue à eux qui se retrouvent. Maintenant, il y a beaucoup d'établissements qui travaillent aussi avec des brasseurs artisanaux locaux de plus en plus. Donc, quand on commence à gratter un petit peu, on trouve aussi quand même d'autres choix. C'est sûr que dans le Nord, c'est plus simple parce qu'on est dans une région traditionnellement brassicole. Ça reste aussi de l'alcool, on le rappelle, hein, dont l'abus est dangereux pour la santé. La bière sans alcool, c'est de la bière. Oui. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire de la bière sans alcool, mais c'est de la bière. C'est pas un ersatz de bière avec des arômes, etc. Non, on est sur les mêmes matières premières, principalement du malt d'orge, c'est un alcool de céréales fermenté, la bière, de la fleur de houblon, de l'eau, et puis des levures, bien entendu. Il y a aussi une fermentation. Donc, vous avez un métier très particulier, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Comment vous voyez l'avenir de cette profession ? Bah écoutez, la profession, on ne va pas se le cacher, comme l'ensemble de la société vit des moments pas toujours faciles économiquement. Il y a des collaborateurs, pas des collaborateurs, excusez-moi, des collègues brasseurs avec leur entreprise qui souffrent en ce moment. C'est pas évident, mais je pense qu'il y a encore un bel avenir parce que les gens, on parlait du goût tout à l'heure, les gens ont découvert ou redécouvert que la bière pouvait être un produit de goût et pas forcément un produit réduit à une boisson alcoolisée pour sustenter sa soif, quoi. Voilà. Donc ça, pour moi, ça s'est installé durablement. Après, avec une culture qui est propre à chacun. Certains ont une culture relativement limitée sur le produit, mais comme sur d'autres aliments. Mais en tout cas, les gens sont curieux aujourd'hui autour du produit bière, donc ça va pas s'éteindre comme ça. Donc le marché se tasse un petit peu, si j'ose dire, mais je reste très positif pour la filière quand même. Mais on a vu aussi la mode des micro-brasseries. Et puis, alors il y a encore quelques années, je ne sais pas si c'est encore très présent, à Noël, régulièrement, on offrait de quoi fabriquer une bière. Est-ce que l'engouement existe? Est-ce qu'il perdure? Oui, l'engouement, il existe encore. Le brassage amateur, comme on dit, les gens qui font ça à la maison, qui ont envie de se tester, c'est sûr qu'on n'est plus, comme on dit, dans la hype du milieu des années 2010 et début 2020. Mais comment oui, l'engouement est toujours là. Ce qui est certain, c'est qu'il est difficile aujourd'hui de quelqu'un qui se lance avec sa toute petite brasserie aujourd'hui. Il y a beaucoup de concurrence maintenant sur le marché. On est passé quand même entre 2010 et 2025. On a fait x25 en nombre de brasseries en France, donc c'est énorme. Hein. Vous avez obtenu votre DU brasseur il y a moins de 10 ans à La Rochelle. Vous êtes passé par différents endroits. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez Trois Brasseurs que par exemple vous n'avez pas trouvé chez l'Échappée Bière ? Ah bah déjà l'Échappée Bière, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble, c'était totalement différent parce que là c'est vraiment sur le tourisme, l'événementiel, donc là on n'est pas sur la production, on est sur l'accompagnement de la filière. Et donc vous vouliez absolument être proche de la production? Déjà c'était mon métier de base, brasseur, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment on se rend compte qu'on aime bien pas trop s'éloigner de ça, même si on met plus tous les matins les mains dans le cambouis si j'ose dire, et puis c'est surtout honnêtement, au-delà de ça, c'est même pas comparer les entreprises, c'est que j'ai une affection pour mes collègues au sein des Trois Brasseurs, pour le mode de fonctionnement avec toutes ces microbrasseries aux quatre coins de la France qui est vraiment atypique, il y a quelque chose de presque amoureux autour de mes collègues et de l'entreprise. Ouais. Vous n'avez pas de ventre de buveur de bière. Quel est votre rapport à la bière? Alors, j'ai mis un pull, hein, vous ne voyez pas exactement mon ventre. J'en ai pris un petit peu ces derniers temps. Je cours un peu moins. Peut-être un lien de cause à effet. Non, oui, je cours un petit peu, mais franchement, je ne suis pas un énorme sportif, mais je cours fréquemment. Et puis surtout, je fais attention. C'est toujours pareil. La bière, oui, ça donne un ventre. Ok. Mais c'est aussi que la bière,
appelle la bonne nourriture, souvent les bons moments. Donc on fait des excès aussi de nourriture avec, en fait. C'est un peu tout ensemble. Et puis surtout, je bois pas tous les jours. Voilà. Donc l'alcool, faut le consommer avec modération quand même. Et pour conclure, j'aimerais bien qu'on revienne une minute sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour répondre à ceux qui veulent faire de la bière un produit de plus en plus noble et presque élitiste. Oui. Vous revendiquez le fait que la bière, c'est avant tout un produit populaire. Oui, parce que certains produits, certains styles de bière, certaines façons de brasser, notamment avec des vieillissements dans des tonneaux, des choses très compliquées au niveau du goût, est un certain prix et soient considérés comme des produits nobles au sein de la filière brassicole, oui. Par contre, en général, je revendique le fait qu'on reste proche des gens, de monsieur, madame, tout le monde, et qu'on ait des produits qui soient effectivement accessibles, aussi en termes de prix, parce qu'à un moment donné, on est des fois un peu trop parti dans les tours, dans la bière. Il y avait des raisons. À partir de quand c'est excessif? Bah, écoutez, je vais vous donner un exemple. Dans les styles très à la mode aujourd'hui, vous avez les IPA, vous savez, les India Pale Ale, et sa petite sœur qui est la NEIPA. C'est la version moins amère, encore plus langoureuse. Voilà. Qu'est-ce qu'une IPA, rapidement? Alors, une IPA, c'est une bière très houblonnée. Le houblon, ça donne l'amertume et énormément d'arômes floraux et fruités. Et la mode des nouvelles IPA, puisque c'est un vieux style qui a plus de 200 ans, mais elles sont faites avec des houblons notamment d'origine nord-américaine qui donnent des notes vraiment de fruits exotiques, mais naturellement, sans mettre de fruits exotiques. Donc vous avez un truc qui a un goût de litchi, de peau d'orange, de mangue, assez exacerbé. Donc c'est assez fantastique, hein, c'est très agréable pour ceux qui aiment ces goûts-là. Mais on a tellement mis de houblon à un moment donné, on s'est tellement fait plaisir en tant que brasseur, alors quand je dis nous, c'est la filière en général, certains, on arrivait à des prix à la pinte, vous allez dans un bar, chacun doit gagner sa vie, des pintes à 14 €. Ça commence à faire cher pour le consommateur, même pour quelqu'un qui est passionné. Donc c'est pour ça, là, tout le monde remet un peu d'eau dans son vin aussi par rapport à ça. Antoine Vidal, responsable de l'offre bière au sein de l'entreprise Trois Brasseurs. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Avec grand plaisir.